Guillaume Perrier, on vient d'entendre les pour, les contre. Quoi qu'on en pense, la Turquie est un pays où l'on peut s'exprimer librement à la télévision sans craindre visiblement de se retrouver en prison. Alors, pas pour tout le monde, hein. Il faut quand même rappeler les milliers de prisonniers politiques qu'il y a en ce moment en Turquie. Donc, on peut s'exprimer librement en période électorale, hein. Cette campagne a été effectivement un exutoire pour une grande partie de la population. Ça leur a permis d'exprimer leurs opinions politiques. Ça n'était pas le cas depuis 2 ans, où la Turquie était sous état d'urgence permanent, une interdiction de manifestation, des médias totalement muselés. Donc, cette liberté d'expression dont on a perçu quelques éléments là, ces derniers jours est un petit peu un trompe-l'œil pour comprendre ce qui se passe en Turquie aujourd'hui. Il y avait ce témoignage d'une électrice pro-Erdogan qui disait « Grâce à Erdogan, j'ai retrouvé le droit de porter le voile à l'université » et elle ajoutait « Du temps de ma mère, c'était interdit ». Alors d'abord, on est interloqué par cet argument qui nous revient en boomerang, avoir le droit de porter le voile. Ouais. Et puis deuxième question, quelle est la dimension religieuse dans le vote Erdogan ? Alors c'est une réalité qu'on a souvent oubliée, c'est que quand Erdogan est arrivé au pouvoir en 2003, la Turquie était le seul pays membre du Conseil de l'Europe où le voile était interdit à l'université. C'est-à-dire qu'on pouvait le porter en Pologne, en France, en Grande-Bretagne, en Espagne, mais pas en Turquie, qui était un pays à majorité musulmane. C'était évidemment l'héritage de cette laïcité très autoritaire que les kémalistes et l'armée avaient imposée sur l'État, et c'était une réforme nécessaire dans le cadre des négociations d'adhésion à l'Union européenne. Là où ça devient intéressant pour Erdogan, c'est que stratégiquement, il s'est servi effectivement des négociations d'adhésion pour satisfaire son électorat religieux et lui donner les droits que les militaires leur déniaient. Donc, si vous voulez... c'est un vote religieux, être un bon musulman, c'est voter Erdogan ou c'est plus subtil? Alors, ou il y a d'autres dimensions? Non, ça a été le cas pendant assez longtemps. C'est-à-dire qu'il a effectivement incarné cette revanche des conservateurs anatoliens islamistes. Ensuite, Erdogan a adopté 1000 politiques au cours de son parcours, si vous voulez. Aujourd'hui, anatolien, est-ce à dire qu'il y a, pardonnez-moi de vous interrompre, mais il y a 2 Turquies, l'Anatolie, donc vers l'Asie, qui est traditionnaliste, qui vote Erdogan, et puis la partie européenne, qui voterait pour l'opposition, qui quand même, Muharrem İnce, il a fait quand même 30% des voix, donc la partie européenne qui serait plus... Il y a un peu plus que de Turquie, en réalité, c'est pas binaire, évidemment, il y a une multitude de Turquies différentes, c'est un pays très varié, très riche. Effectivement, la carte électorale peut sembler assez schématique. Il y a sur la côte égéenne, hein, donc près de la Grèce, une population qui est plutôt d'origine balkanique, hein, dans l'histoire de l'Empire ottoman, qui est plutôt donc d'origine européenne, et qui a un mode de vie aussi très attaché à la laïcité et à l'héritage pro-occidental de Mustafa Kemal. À l'inverse, on a un sud-est du pays, majoritairement kurde, où là, on a un vote très identitaire et très fortement en majorité des Kurdes. Et puis, cette Anatolie centrale, hein, plutôt rurale, plutôt conservatrice, effectivement, culturellement, à majorité sunnite, là, effectivement, on vote en grande majorité pour Erdogan. Erdogan qui se présente comme le nouveau sultan, alors évidemment, il fait référence à l'Empire ottoman. On va voir une carte sur ce qu'était la Turquie au 19e siècle, enfin, c'était il n'y a pas très longtemps. Est-ce qu'il y a une nostalgie dans ce vote Erdogan de cette grande Turquie forte et respectée sur la place internationale, telle qu'elle pouvait l'être? Voilà, on la voit au 19e. C'était l'Empire ottoman du 19e. Oui, alors c'est même au 16e siècle, ça allait encore beaucoup plus loin. Donc oui, effectivement, il y a une nostalgie impériale, c'est évident, dont Erdogan joue avec ses codes. Hein. Il sait que rappeler cette grandeur impériale flatte énormément le nationalisme des Turcs. Alors, il y a une forme de folklorisation de l'histoire. Hein. L'historien Edem Eldem parle de rapt de l'histoire en Turquie. Donc, il y a effectivement une instrumentalisation de cette histoire à la fois ottomane et républicaine par Recep Tayyip Erdogan qui, pour asseoir son pouvoir et pour s'installer dans l'histoire de la Turquie, ne peut que se placer dans les pas de ses grands prédécesseurs, donc les sultans ottomans, mais aussi Atatürk. Comme Poutine le fait d'ailleurs un peu avec l'histoire de la Russie, et comme le slogan, non mais j'allais dire ces hommes forts, le slogan de Trump, c'est Make America Great Again, etc. Voilà, donc on réutilise... C'est une dimension de ces hommes forts qui utilisent l'histoire pour asseoir leur pouvoir. Voilà, en la réécrivant largement, évidemment. Est-ce que aussi, pour reparler de l'histoire, c'est pas une nation... Je dis ça parce qu'il y a une polémique en Allemagne, puisque au niveau, en Turquie, Erdogan a eu 52% des voix. En Allemagne, il y a 1,5 million de Turcs qui ont voté, et ils ont voté à 63% pour Erdogan. Donc ils sont encore plus
conservateur que les Turcs eux-mêmes, que les Turcs de Turquie? Comme toujours. Alors, d'abord, ça n'est pas nécessairement le cas, puisqu'il y a une abstention qui est beaucoup plus forte dans les pays d'Europe occidentale. Donc, en nombre de votes, ça ne représente pas forcément une majorité beaucoup plus forte. Mais effectivement, les communautés turques en Allemagne, en France, dans le Benelux, dans les pays d'Europe de l'Ouest en général, sont issus, si vous voulez, d'une immigration de travail dans les années 70-80, sont d'origine anatolienne, justement, de ces régions qui aujourd'hui votent massivement pour Recep Tayyip Erdogan. Elles ont donc amené avec elles leur sociologie électorale, leurs habitudes de vote. Et donc aujourd'hui, on a aussi une crise identitaire chez ces franco-turcs ou ces germano-turcs qui sont un petit peu perdus entre leurs deux identités et qui ont tendance à fantasmer leur identité d'origine. Mais est-ce qu'on ne l'a pas bien cherché? C'est une nation, la Turquie, à qui on a fait croire pendant des années qu'ils allaient entrer dans l'Union européenne, puis à le dernier moment, on leur a claqué la porte au nez. On ne s'est pas mal comporté avec ce pays qui, quand même, est censé être notre allié. Il est dans l'OTAN. C'est-à-dire qu'au soir du grand soir, la Turquie, elle est dans le camp de l'Occident. Il y a une frustration, évidemment, chez les Turcs, qu'ils expriment depuis assez longtemps, une frustration par rapport à ces négociations d'adhésion à l'Union européenne qui ont été biaisées dès le départ, ce qui leur semble être le cas, en tout cas. C'est vrai qu'il faut se rappeler qu'au début de l'ouverture de ce processus d'adhésion, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel ont très vite claqué la porte au nez de la Turquie. Et ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ça a incité, si vous voulez, Erdogan à se recroqueviller dans une identité nationaliste, islamiste, parce que l'Europe ne lui tendait pas cette passerelle. En même temps, est-ce que c'est un partenaire encombrant ou bien utile? Parce qu'Erdogan, il verrouille la frontière et la route des migrants a été coupée. Il peut effectivement paraître utile pour régler des problèmes que l'Europe n'arrive pas à régler, mais on peut aussi se poser la question si c'est bien raisonnable de laisser une telle responsabilité à un homme d'État comme Recep Tayyip Erdogan que de régler les problèmes internes à l'Union européenne. Je crois que le problème, c'est que l'Europe n'a pas de réponse politique à une question comme celle des migrants et que cette faiblesse permet à Erdogan de s'engouffrer dans la brèche et d'en tirer un levier de pouvoir. Dans les petits reportages, les petits témoignages qu'on entendait tout à l'heure de Turquie, il y avait l'un des Turcs qui disait oui, Erdogan, il va régler les problèmes de terrorisme. Il est efficace dans la lutte contre Daesh, dans la lutte contre le poison djihadiste? Le problème vient d'une ambiguïté profonde, c'est que la lutte contre le terrorisme, pour nous, ça veut dire lutter contre Daesh. Pour Erdogan et ses partisans, ça veut dire lutter contre le PKK kurde et contre les partisans de Fethullah Gülen qui sont accusés d'avoir fomenter le coup d'État il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, à partir du moment où on demande à Erdogan d'intervenir contre Daesh, lui va toujours mettre en contrepoint cette coopération des Occidentaux avec ses ennemis. Voilà, merci beaucoup Guillaume Perrier, c'était passionnant d'être venu nous commenter ces 5 années supplémentaires qu'a obtenu hier le président Erdogan à la tête de la Turquie. Je rappelle votre livre, Dans la tête de Recep Tayyip Erdogan, c'est chez Actes Sud. Restez avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. La question des migrants peut-elle faire imploser l'Europe? Emmanuel Macron menace de couper les subventions aux pays d'Europe de l'Est qui refusent d'accueillir les migrants. C'est dans l'air est intitulé ce soir « L'Europe face au front de l'Est ».